vraiment, merci quand même d'être là pour nous permettre vraiment d'être mieux éclairés et vraiment éclairer toute la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur soit vraiment ton, comment on dit ça, celui qui te paye, quoi, en gros. Voilà, je cherche un peu mes mots. Donc voilà, en fait, merci. Et je me remercie aussi toute la belle classe que nous avons, tous les intervenants, mon frère Leroy, à qui je fais un coucou, et aussi à tous ceux qui interviendront aussi après moi. En tant que j'aimerais vraiment prendre la balle au rebond par rapport à tout ce que tu viens de dire. Moi, je pense que nos dirigeants, nos cadres, nos responsables politiques d'aujourd'hui, ils ont vraiment le syndrome de Stockholm en eux. C'est-à-dire que le RDR a tellement été martyrisé au pouvoir, les militants du RDR ont tellement été martyrisés au pouvoir, que ces gens-là ne sont pas capables vraiment de relever la tête sans complexe devant ces gens-là. Ils ont un grand complexe en eux vis-à-vis de ces opposants-là. Je pense qu'ils ont encore cette douleur-là dans la mémoire de la peau tellement qu'ils n'arrivent pas à se détacher de cela. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de comportement? Lorsqu'on voit la vérité en face, lorsqu'on voit les choses, nous on n'a pas fait Sciences Po, nous on n'a pas fait les grandes études, mais nous sommes dans la réalité du terrain, nous sommes concrets. Nous sommes dans ce qu'on appelle dans le bas peuple. Ce peuple-là même qui permet aujourd'hui aux dirigeants de pouvoir savoir, de pouvoir prendre la température de leur bonne gouvernance. C'est nous. Mais les choses sont simples. On ne sait pas parler chinois. On ne sait pas parler russe. Mais la langue coloniale qu'on nous enseignait là, qui est devenue notre langue par défaut, notre langue maternelle là, c'est dans ça qu'on vous parle. Et vous nous écoutez, vous comprenez. Ces opposants-là, même si le Dieu se donne la mort pour eux, ils ne seront jamais d'accord avec lui. Ils vont plutôt... Mais quelqu'un même, il était à l'opposition, ils ont déterré le corps du savoir. Est-ce que ça peut dépasser cela? Est-ce qu'on peut faire pire que cela? Et quel est le problème? Quel est le problème avec ces gens-là? Cette vipère-là, cette galeuse-là, elle ne devait même pas sortir même de prison. Parce qu'elle avait déjà été condamnée. Mais comment est-ce que tu peux toi-même engraisser ton propre ennemi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et que nous sommes en train de nous gosiller pour faire comprendre les choses, mais de façon simple et de façon claire. Mais j'ai l'impression qu'on nous voit trop comme des insignifiants. Est-ce que vous savez que le prisonnier là, qui est en prison là, qui n'est même pas dans la vie quotidienne là, dont la liberté est restreinte entre 4 murs ou bien entre la cour de la prison là, il a plus d'informations même que parfois même ceux même qui sont au sommet même du pouvoir. Est-ce que vous savez que le chauffeur de Baka, le chauffeur de taxi là, il a plus d'informations même que ceux même qui sont même au sommet du pouvoir. Donc, prenons dire en considération. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ces gens-là veulent nous écraser. Comme la façon dont les Hutus, d'après comment elle s'appelle, l'histoire officielle, les Hutus ont écrasé les Tutsis là. C'est comme ça qu'ils veulent nous écraser. Ils ne nous ont jamais considérés. Ils ne nous considéreront jamais. Même si le Dieu veut, il n'a qu'à aller construire un gratte-ciel, je ne sais pas, à Mama là-bas. Là. Ils ne seront jamais reconnaissants vis-à-vis de lui. Mais diantre, que voulons-nous? Nous n'allons pas nous-mêmes nous faire du mal pour faire plaisir à ces ennemis-là, ces tribalistes. Ces gens, comment lui-même son fils est mulâtre. C'est un mulâtre, ce monsieur. C'est un mulâtre qui se permet de dire, on va redonner la Côte d'Ivoire aux vrais citoyens. Toi, tu es un mulâtre. Il faut dire les choses. Parce que ce n'est pas un métis. C'est un mulâtre. C'est deux races qui se sont croisées. Donc ça donne, c'est un mulâtre. Quelqu'un comme ça qui se permet de dire, on va donner la... Est-ce que des gens comme ça, il est alité, il a été biberonné au lait de la xénophobie, du tribalisme pur et dur. Bon,
des gens comme ça. Quel que soit ce qu'on va être, ils vont croire qu'ils sont supérieurs à nous. Donc laissons-les dans leur truc et puis respectons la loi. Il n'y a qu'une société. Ça, c'est même, sortons même du champ philosophique. Une société qui veut bien marcher, qui veut marcher sur les normes. C'est une société qui doit respecter la loi. C'est tout. Il n'y a pas je suis au pouvoir, il n'y a pas je suis dans l'opposition. Dès que vous ne respectez pas la loi, vous êtes pris dans les filets. C'est tout. Mais lorsque la justice devient un instrument politique sur lequel on veut faire de la politique politicienne, on se retrouve dans ce genre de situation. Et qui paye? C'est nous les pauvres qui payons. Et qui paye? C'est des gens même qui n'ont rien à voir avec la politique. Des gens qui sont quittés dans leur pays, venus se chercher, comme on dit, de la façon dont nous on est en train de se chercher, nous les gens de la diaspora, nous cherchons. C'est eux qui payent. Des pauvres personnes qu'on arrête. On dit oui, c'est des Sénégalais, c'est des Guinéens, c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, on les tue, on jette des armes sur eux. Tout ça, ça servit à faire la propagande de cet assassin non repenti là, ici en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Mais malgré ça, on continue. On continue. Mais c'est normal. Lorsque tu t'amuses trop avec ton ennemi, et que tu le laisses trop jouer avec toi, il va foutre son doigt dans tes yeux. Mais c'est ce que notre gouvernement est en train de faire. Il faut mettre le haut là. Et même malgré ça, malgré cela, des gens qui sont encore dans le gouvernement du Dieu, mais qui continuent encore de copiner et de traiter avec l'opposition, avec des tueurs, avec des gens qui ne veulent que verser le sang dans le pays. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut simplement respectons la justice. Moi, mon grand oncle, je vais m'arrêter sur ce point-là si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, tu as totalement dit ce qu'il fallait dire. Hein. Et aujourd'hui, tout porte à croire qu'en Côte d'Ivoire, la justice est un instrument politique. Selon que vous soyez opposant, et comme eux, les opposants aiment être dans le mal, le pouvoir en place dit, bon, je te donne une note. Si tu es sage, tu n'iras pas en prison et les victimes, il ne faut pas t'en occuper. Et donc le pouvoir est ce maître tout puissant qui est prêt à faire plaisir aux criminels pour que les victimes regrettent même leur existence sur terre. Aujourd'hui, lorsque je m'imagine les militants du RDR qui sont couchés dans les tombes, qui sont couchés dans les charniers, ces personnes qui ne savent ni lire et écrire, qui ont été tuées parce qu'elles avaient porté un tricot d'Alassane Ouattara. Ces personnes qui étaient tuées parce qu'elles étaient du Nord. Ces personnes qui étaient tuées parce qu'elles étaient des militants RDR, ou bien souvent même elles ont dit des paroles, comme M. Théé Émile qui a dit, si on a permis à ce M. Ouattara d'être Premier ministre, ne mettons pas la Côte d'Ivoire dans le gouffre, acceptons qu'il soit candidat. Ça, Théé Émile a été tué pour ça. H, sur le soupçon qu'il serait partisan d'un parti, il a été tué. Et aujourd'hui, vous venez nous dire, non, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais dites les faits, qu'est-ce que H a fait? Cher frère, est-ce que H a tenu un propos politique? Jamais de la vie. Qu'est-ce que Théé Émile a dit en disant, pour éviter la guerre, acceptons que Alassane Ouattara soit candidat. Et c'est Laurent Gbagbo à Pretoria qui va encore faire, qui va signer pour qu'Alassane soit candidat. Bon, si on avait accepté, c'était... Voilà, pourquoi Théé Émile a été tué? Il faut que le FPI nous explique ça. Nous ne sommes pas là pour faire le combat d'une ethnie. Jamais de la vie. Nous voulons la paix pour tous, la dignité pour tous, le respect de chaque diversité. Pourquoi le docteur Dakouré a été tué? Parce que son frère était du côté de la rébellion. Mais quand on nous explique, est-ce que parce qu'un parent fait un choix, vous devez payer le prix? Voilà. Que ces gens-là viennent nous expliquer ce que c'est. C'est aujourd'hui eux qui viennent, qui, sous le couvert d'un certain droit malsain, nauséabond, malséant, viennent nous expliquer que non, elle n'aurait pas dû être arrêtée, il faut qu'elle soit libérée. Si ce régime, si ce gouvernement libère Pulchéri Balé, si cette dame n'est pas condamnée à la prison ferme pour au moins 20 ans, c'est que vous, les militants du RDR, votre combat aurait été vain. C'est que vous et nous, les militants RDR et les militants qui veulent la chose, comment j'appelle, l'égalité et la justice véritable, c'est qu'on est en train de suivre un régime qui va nous conduire dans les abîmes. Et il ne faut plus hésiter. Sinon, vos propres militants ont été massacrés en 2020. Vous avez honte aujourd'hui de faire un jugement pour dire, chers militants, vous avez été tués injustement. On ne parle même pas de réparation. On ne parle même pas d'indemnisation. On parle seulement de reconnaissance des faits.
Vous n'avez pas pu juger les gens d'avant 2010, on peut comprendre. Vous n'avez pas pu juger les gens qui ont été tués pendant la crise postérieure de 2010, on peut comprendre. Mais en 2020, vous n'êtes pas encore capable de dire, il y a des innocents qui ont été tués. Imaginez ces femmes-là, que cette opposition, ces opposants-là ont empêché. Comment une femme, elle veut aller accoucher, son enfant meurt dans son ventre. Et elle n'a nulle part où aller. Et comme ce ne sont pas vos parents, je parle des dirigeants, comme ce ne sont pas vos parents qui sont tués, comme le vieux Bamba n'a aucun parent dans l'administration, le vieux Bamba est mort pour rien. Demain, est-ce que vous pourrez parler en 2025 à vos militants? Monsieur Alassane Ouattara, est-ce qu'en 2025, toi, là, ta parole, là, tes militants vont écouter? Quand tu vas l'air de se calmer, là, tu vas l'air de se calmer sur quelle base? Non, comme on vous a tué en 2020, là, calmez-vous comme ça. Parce que votre vie, ça ne vaut rien. Et une fois qu'on vous aura tué, on va venir faire un marché politique et puis on passe à autre chose. À un certain moment, ça suffit. Ce que beaucoup ne comprennent pas, l'opposition ivoirienne, ayant été incapable, après plusieurs coups d'État, après plusieurs mauvaises actions, ils ont payé tout récemment des mercenaires. Mais ils ont vu que ça ne passe pas. Ils ont fait les attaques de d'autres, ça ne passe pas. Ils ont fait des dizaines d'attaques à partir du Ghana, ça ne passe pas. Ils ont payé des proches du président pour l'assassiner, ça ne passe pas. Ils ont essayé par tous les moyens, ça ne passe pas. Et donc, le problème avec le Mali aujourd'hui est un pays hostile à la Côte d'Ivoire. Ne nous cachons pas les faits. Le Mali est un pays qui a déjà fait tout ce qui est déclarable en termes de guerre avec la Côte d'Ivoire. Là, nous remercions les autorités ivoiriennes d'avoir eu une hauteur d'esprit. Mais les opposants disent, nous allons profiter de cette situation-là, salir davantage le gouvernement ivoirien et permettre que des agents extérieurs, c'est des agents hostiles à la Côte d'Ivoire, puissent trouver l'occasion. Il faudrait que Pulchérik Balé montre avec exactitude des propos, des actions qui ont mis en danger la vie des Maliens et qu'elle montre l'effectivité des faits. C'est nous, on a fait les marches là. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont incité et qui ont planifié pour que le concert là soit annulé. Mais venez nous montrer une seule fois si on a insulté un Malien en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a intéressé les Maliens? On a dit que le concert ne devrait pas avoir lieu. Et demain, devant l'histoire, il faut être capable de dire, comme ils l'ont dit, qu'aujourd'hui les Maliens se sentent en danger et que certains même ont leur vie menacée. Mais si nous nous reconnaissons comme acteurs des faits, que nous soyons invités devant la justice pour qu'on s'explique. Mais on ne peut pas accepter qu'une femme qui est incapable d'assumer son propre mariage, parce que toujours entre les jambes des jeunes garçons, elle, tellement elle est indigne, elle est toujours entre les jambes des jeunes gens, elle se met à la place de soi-disant Ivoiriens, et pour atteindre l'objectif de manipulation, il faut pousser dans les extrêmes. Et vous pensez que ce cri que vous êtes en train, on n'avait pas planifié ça? Ah non, vous avez fait ça, il n'y a pas de droit de l'homme. Mais si vous voulez le droit de l'homme, allez au Mali. Si vous aimez le droit de l'homme là, si le Mali aujourd'hui est devenu plus vivable que la Côte d'Ivoire, mais allez au Mali. C'est aussi simple que ça. Et donc, à un certain moment, il y a des paroles, ça blesse profondément. Et il faudrait que le gouvernement ivoirien prenne les dispositions. Quand on entend des gens comme Bouga Sako, il faut qu'ils nous disent le nom de la personne. Parce que je sais que c'est un menteur patenté. Mais il faudrait que, quand il va revenir, on lui demande, celui qui t'a dit que tu as une sanction de 20 ans, il faut qu'il dise son nom. S'il a évoqué la situation, pourquoi il cache le nom de la personne? Mais c'est un discours séditeur. Ça peut être Alassane Ouattara, cher frère. Ce quelqu'un peut être Alassane. C'est très dangereux ce que ces gens-là font. Parce que ce haut responsable du pays-là peut être, il peut demain, en fonction des événements, il peut adapter le discours. Non, c'était Alassane Ouattara qui m'avait appelé. Après, non, c'était le ministre de la Défense qui m'avait appelé. Ah non, c'était le ministre des gros manipulateurs, voilà. Des menteurs. Et donc, c'est le prolongement des actions. Et moi, je dis, si Bouga Sako vient, il faut qu'il nous donne le nom de la personne. Pour qu'on sache, pour que les choses soient clarifiées. Leur manipulation ne passera pas. Parce que en face de votre manipulation, vous trouverez notre volonté de violence. Non, on vous dit ça. Votre manipulation là. Vous n'allez pas tuer quelqu'un et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Ça, ce temps-là, c'est fini. Ce temps-là, c'est fini.
C'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qu'on respecte. Mais eux aussi, là, ils sont en train de perdre notre respect. Je dis bien, le gouvernement d'Alassane Ouattara est en train de perdre notre respect pour incapacité d'appliquer la justice. Quand on dit d'appliquer la justice, là, est-ce que j'ai dit que moi, je ne suis pas justiciable? Est-ce que j'ai dit que Yann n'est pas justiciable? Mais c'est celui qui se reproche quelque chose qui fuit la justice. Si on nous invite devant la justice, chacun va dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais à un certain moment, il ne faut pas faire regretter à la majorité des Ivoiriens qui aspirent à la paix, il ne faut pas leur faire regretter d'avoir cru à la loi et de s'être mis du côté du gouvernement. À un moment, trop, c'est trop. On ne peut pas martyriser vos militants. Ce n'est même pas une question de militants. Mais toute l'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que peut-être à part l'ANC, il n'y a pas un parti politique qui a été martyrisé comme le RDR. Et encore, vous êtes au pouvoir encore, vos militants sont les plus misérables. Oui. Aujourd'hui, là, vos militants, émotionnellement, sont les plus misérables. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit diriger un pays? Et vos militants ne demandent rien d'exceptionnel. Ils disent, rendons justice. Rendons justice. Ça ne veut pas dire que c'est seulement contre les autres. On dit tous les Ivoiriens, là, si on veut réellement. Mais c'est nous, on est Ivoiriens aussi. Si on dit qu'aujourd'hui, notre bonheur passe par la justice, là. Mais si vous travaillez pour nous, les Ivoiriens, là, faites ça. Faites ce que nous, on demande. Si les routes que Alassane Ouattara fait, on n'aimait pas là, on allait lui dire ça en face. Tous les développements qu'il fait là, si on n'aimait pas là, on allait lui dire en face qu'on n'aime pas. Mais le manque de justice là, l'incapacité du gouvernement à nous montrer un visage clair dans la justice là, on n'aime pas. Et sur ce chemin là, nous on n'est pas avec Alassane Ouattara. Si notre chemin doit se séparer avec Alassane Ouattara, ça sera sur la question de la justice. Parce que Alassane Ouattara a failli en ce qui concerne la justice et il faut pouvoir le dire aussi clairement et en grand caractère. C'est ce que j'allais ajouter. Merci mon grand oncle. Déjà, il n'y a même pas de ministère de la justice. Il n'y en a même pas. Il y a quelqu'un qui a un commis pointeur qui pointe et qui va prendre son argent, c'est tout. Il n'y a pas de ministère de la justice. Donc voilà. Parce que nous, on insiste dessus. Pourquoi? Parce que ça, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de justice claire et nette, ça veut dire que inconsciemment, on nous donne le droit de faire justice par nous-mêmes. Effectivement. Et ça sera le chaos. Je pense que ce n'est dans l'intérêt de personne que ce chaos-là règne en Côte d'Ivoire. Parce que les haines, c'est-à-dire nous, on a avalé nos couleuvres, on a avalé, on prend notre mal en patience, mais il ne faudrait pas que le Dieu nous oblige à lui désobéir. Et ça sera fatal. Ça sera fatal pour le pays. Et nous ne voulons pas arriver à là. Parce qu'un moment, trop c'est trop. Nous demandons simplement que ces gens-là soient recadrés et soient rappelés à l'ordre devant la justice quand il faut. Parce que cette dame-là, si elle avait été condamnée fermement pour la première fois, elle n'aurait pas eu le toupet de sortir encore, de continuer ses âneries, sa stratégie de bas étage-là. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que le président, notre cher père, change son ministre de la Justice. Voilà. Nous avons besoin de personnes, de cadres vraiment compétents, des cadres de terrain qui font leur travail. C'est pourquoi ils ont été mis. Il ne faut pas qu'on regarde que la stratégie politique parce que c'est un cadre de telle région. Il faut forcément le mettre parce qu'on a besoin de maintenir les militants là-bas. Les militants même là vomissent ces cadres-là. Parce qu'ils ne font rien de concret. Donc il faut que ça suffise. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Trop c'est trop. Donc, pour finir sur ce chapitre, j'aimerais avancer rapidement sur les deux vieux qui sont à l'aube de leur existence terrestre. Ces vieux-là, ces gens-là, vous savez, les mauvaises personnes-là, ils durent longtemps sur Terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont souffrir tellement sur Terre pour terminer le reste après leur mort. C'est les charognards qui vont bientôt manger leur corps. Parce que c'est des personnes qui ne se font pas respecter, c'est des personnes qui n'ont aucune dignité, c'est des personnes, même quand tu le vois, même c'est des personnes même vraiment négatives. Au fond d'eux, c'est des personnes très amères, c'est des personnes impures qui se permettent aujourd'hui, malgré leur âge avancé, malgré le fait qu'ils soient des arrière-grands-pères, à avoir des comportements comme ça. Ils n'ont jamais soutenu nos 49. Ils n'ont jamais fait aucun discours de compassion face même aux familles de ces 49. Mais comme par hasard, dès qu'il y a une
une gringaleuse qui commet des impairs, elle reçoit des soutiens. Mais on comprend maintenant le scénario. Ça veut dire que c'est une agent de leur manifestation. C'est elle qui est là, qui est placée là comme ça pour exécuter leur sale besogne, pour mettre le feu aux poudres, afin qu'eux puissent maintenant ramasser les marrons du feu. Donc vraiment, c'est dommage, c'est minable. C'est des personnes qui ne représentent rien à nos yeux, parce que c'est des personnes minables, franchement. Vous êtes des anciens présidents. Vous n'avez aucun sens du patriotisme. Vous avez dirigé ce pays-là. Vous n'avez aucun sens du patriotisme. Et ça se dit homme d'État. Même les cuisiniers ont plus de dignité que vous. Donc j'aimerais parler d'un autre sujet, si tu me permets. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors, j'aimerais te poser une question pour terminer. L'Afrique, dit-on, selon les historiens, est le berceau de l'humanité. Et l'écriture a été découverte, les premières traces d'écriture ont été découvertes en Nubie, dans la vallée du Nil. Voilà. Donc, du coup, comment ça se fait qu'aujourd'hui, toutes les grandes communautés, je veux dire, raciales, ont leur écriture? Que ce soit même les Tamouls, les Indiens, les Chinois, je veux dire, les Sri Lankais, tout ça, ils ont leur écriture. Comment ça se fait que l'Africain n'a pas d'écriture? L'Africain moderne aujourd'hui n'a pas une écriture propre à elle. Est-ce que tu pourras me répondre, s'il te plaît? Bon, peut-être que je pourrais donner quelques solutions, mais peut-être quelques propositions, mais ce n'est pas une réponse figée dans le marbre. D'abord, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, il faut d'abord aussi expliquer que la Terre, là, il y avait la Pangée. La Pangée, j'ai pas compris. J'ai dit la Terre, là, c'était un bloc homogène, on appelait ça la Pangée. Oui, ok, d'accord. Donc, il faudrait que déjà, le monde n'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ça. Et puis, en fonction des pôles, là, le monde, là, la Terre même change de position souvent aussi. Effectivement. Donc, il faut tenir tout ça en compte. Ce qu'on est D'accord. en train de dire, c'est que selon les dernières recherches, quand on prend peut-être les ossements de Lucie et autres, on se rend compte que les plus vieux ossements qu'on a découverts sont les plus vieux en Afrique. Et sur ça, les scientifiques arrivent à nous dire que l'Afrique serait le berceau de l'humanité. C'est ça. Et donc, si on se base sur cette théorie pour avancer, je dis bien si on se... parce qu'on peut continuer encore si on découvre de nouvelles choses. Mais basons-nous sur ce que tout le monde comprend. Et maintenant, pour revenir à la question. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, partant du postulat que je viens d'évoquer, en ce moment, qu'est-ce qui a fait que nous sommes aujourd'hui les derniers? Parce que ce n'est pas seulement une question d'écriture. En réalité, Yann, tu vois, chaque être humain, la nature même, c'est une force dynamique en elle-même. Même si tu veux, il ne faut rien faire. Il faut rester dans ta maison, le matin, tu te réveilles, tu es là-bas seulement là. Même si toi, tu penses que tu ne changes rien là, la nature va t'imposer le changement. Mais à un certain moment, le mal de l'Afrique a été le prestige perdu. Parce que quand on prend jusqu'à arriver à l'empire égypto-nubien, parce que quand on parle de l'Égypte, les gens pensent que c'était des Égyptiens. Non, c'était vous-même, c'était vous. Seulement, l'Égypte représentait un centre de commandement politique. Il faut qu'on explique ça bien aux gens. C'était vous-même les Noirs. C'est ça. Et maintenant, l'Égypte, là, on venait chaque année, les groupements venaient se réunir pour prendre les décisions politiques. C'est pourquoi tu entends dans le livre, on dit, le pharaon a dit, quand il a rencontré Joseph, il faut dire aux gens de cultiver pendant 7 ans. Et dans l'histoire, on te dit que non, l'Égypte était le centre de commandement. Et donc, chaque parti était obligé d'amener un surplus alimentaire. Et donc aussi une banque alimentaire. Et si tu te souviens très bien, moi, pour avoir vécu au nord avec les gens du nord, eux-mêmes ne savent pas, mais les paysans du nord, là, souvent, ils ont des greniers. Effectivement. Et ces greniers-là sont là, quelles que soient les circonstances. Il y a des greniers pour les funérailles, surtout chez les Sénoufos. Oui. Ici. Mais quand tu vas, par exemple, chez les Malinqués,
Eux, par exemple, eux, ils ont développé un système. Moi, je comprends le Malais, même si je ne le parle pas. Quand on dit, par exemple, Samogo, les Malais pourront bien comprendre ce que je veux dire, mais beaucoup ne comprendraient pas le sens. Voilà. Mais ça veut dire quoi? L'homme de l'année ou voilà. Oui, l'homme de l'année. Mais ça veut dire quoi? Quelqu'un qui arrive à couvrir ses besoins en termes alimentaires sur une année. C'est lui qu'on appelle, en Djoula, comment on dit l'année? Et comment on dit l'homme? L'homme, c'est Mogo. Voilà, donc 100 Mogo. Quand tu es un vrai cultivateur, on ne dit pas que non, tu es un cultivateur, on dit non, tu es un Samogo. Mais en réalité, beaucoup ne savent pas que cela vient des instructions qui ont été données depuis l'Empire égypto-nubien. Et normalement, même les plus concrets même vont jusqu'à 7 ans. Ceux qui sont concrets même là, eux-mêmes là, ils font tout pour que l'alimentation ne leur manque pas sur une échelle de 7 ans. Qu'est-ce qui est arrivé en fait? Lorsque l'Égypte va tomber en disgrâce dans tous les sens, au moment où les autres sont en train de profiter de la connaissance, les autres sont en train de prendre les reliques pour partir, nous les Africains, ce que chacun connaît là, chacun s'est mis avec ça. Voilà. C'est pourquoi on a perdu. Ça, c'est le vrai nègre, ça. C'est pourquoi on a perdu et la connaissance religieuse, et la connaissance spirituelle, et la connaissance intellectuelle. Or, sans ces 3 éléments-là, tu ne peux pas être quelqu'un. Sinon, comment comprendre qu'il y avait les hiéroglyphes? Mais prends aujourd'hui un Africain qui peut lire les hiéroglyphes. Tout le monde est d'accord que les Africains avaient une écriture de base si on prend les hiéroglyphes pour commencer. Mais comment se fait-il que eux-mêmes là n'ont pas pu mettre sur papier avec les hiéroglyphes? Ça veut dire que chacun s'est contenté du peu qu'il avait. Et c'est ça qui a divisé. Et quand ça a divisé, lorsque ceux qui étaient les vrais détenteurs ne sont plus là, les connaissances sont perdues. Et ça n'a pas été mis par écrit. Et donc tout est perdu. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Je pose cette question-là parce que bon, je trouve quand même que c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, l'Africain en lui-même, même nos gouvernements, tout ça, on ne s'appuie pas tellement sur nos bases culturelles. Je le répète souvent parce que je trouve que c'est très très important. Parce qu'un homme, quand il a tout perdu, il faut qu'au moins il t'intéresse. Il faudrait que ta culture soit la chose dont on ne peut pas te déposséder. Mais nous sommes devenus des êtres tellement hybrides que vraiment on est prêt même à avoir des comportements de chez les autres et oublier nous-mêmes notre propre nature, notre propre culture. Et malheureusement, moi j'invite vraiment tout le monde à faire un tour un peu dans cette tradition-là, pour pouvoir se ressourcer. Merci beaucoup mon grand oncle, j'aimerais terminer sur ça. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Espérons bien que nos dirigeants comprennent l'urgence de ce qu'on est en train de leur dire. Parce que pendant trop longtemps on a parlé de ça. Il faudrait que pour une fois le président prenne des décisions radicales pour nous montrer qu'il est en faveur de la justice ou qu'il n'est pas en faveur de la justice. On ne peut pas ruser avec l'histoire de l'humanité. Monsieur le président Alassane Ouattara, réveillez-vous en termes de justice. Est-ce que c'est vous qui empêchez que les choses fonctionnent? Ou bien c'est votre ministre qui est défaillant? On va vous poser cette question devant le tribunal de l'histoire. Parce qu'actuellement, les mêmes causes sont en train de nous conduire inévitablement vers les mêmes conséquences. Et qui aimerait, et qui aimerait ça? Demain, vous avez les moyens de pouvoir vous retrouver à Mougins. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui pourront fuir lorsque ces haineux-là vont se réveiller encore? Il fallait qu'on détruise ces haineux-là. Parce que leur volonté, c'est de détruire la Côte d'Ivoire pour eux, leur propre bonheur, au détriment des Ivoiriens. Quelqu'un qui veut toute trace de son œuvre. Voilà, et toute trace. Mais malheureusement, ce régime d'Alassane Ouattara, le président, n'aura pas été au rendez-vous. Monsieur le président, non, on va vous le dire sincèrement. Sincèrement. Maintenant, demain, devant l'histoire, votre ministre dira que ce n'est pas vous qui lui avez permis de faire son travail. Et là, l'histoire retiendra que c'est vous qui avez été défaillant en termes de justice. Et tous les morts, et toutes les personnes qui connaîtront des difficultés par le manque de justice actuelle, Monsieur le Président, vous aurez cela sur la conscience et moralement et devant l'histoire. Et donc faites quelque chose. Mon grand oncle. Et pire, ils diront que c'est lui le vrai assassin, c'est lui le vrai tueur des Ivoiriens parce qu'il n'a pas été capable
de condamner qui que ce soit. Justement, et c'est ce piège-là qu'on a toujours essayé de démontrer. Alors, Aujourd'hui, quoi qu'on dise, devant nous tous, Laurent Gbagbo est allé à la haie. Et même si c'est par insuffisance de preuves, toujours est-il qu'il est revenu. Ses partisans peuvent prendre ça comme ils veulent. Mais Laurent Gbagbo est là aujourd'hui. Ou bien que ce soit même une négociation qui a fait que Alassane Ouattara a fait libérer Laurent Gbagbo. Toujours est-il que Laurent Gbagbo est là. Et il ne va pas utiliser ça contre lui-même. Il ne va pas utiliser la réalité contre lui-même. Sinon, Laurent Gbagbo même sait que lui, il est un criminel. Il le sait. Et il sait aussi que... comme il est, il ne va jamais faire voilà. Et il va toujours laisser les gens pour dire non, on m'a libéré parce que j'étais innocent. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Ce n'est pas ce que la justice vous a dit. Et ça, si on ne sait pas de canaliser les choses pour mettre chacun en face de ses responsabilités, c'est totalement normal qu'après 15 ans de gestion ou 20 ans de gestion, Monsieur le Président Alassane Ouattara, si vous n'avez pas pu mettre chacun en face de ses responsabilités, vous serez donc celui qui cachait les criminels. Or, celui qui cache et qui protège les criminels est lui-même criminel parce qu'il se reconnaît dans leur crime. Et donc, tu es leur parrain. Et si tu deviens leur parrain, Monsieur le Président, vous rentrerez par la petite porte de l'histoire de l'humanité. Le grand fonctionnaire du FMI que vous aviez été, personne n'en parlera. Le beau président que vous aviez été, personne n'en parlera. L'homme élégant que vous aviez été, personne n'en parlera. Parce que, et vos partisans même qui diront, mais qu'est-ce qui l'avait empêché de faire la justice? Vos partisans même vont vous détester pour cela. Et ceux qui sont vos ennemis, qui ont utilisé votre gentillesse pour vous piéger, diront, mais c'était lui le criminel. Sinon, il aurait pu nous juger, on aurait assumé. Et donc, même s'il faut que ça commence à la dernière minute, commencez à la dernière minute. Monsieur le Président, ce ne sont pas vos ministres qui vont vous protéger. Ce ne sont pas vos ministres qui vous ont toujours protégé. Quand vous étiez au Golfe, là, vous étiez avec l'ONUCI. Mais nous, là, ne nous demandez pas comment on s'est protégé. Monsieur le Président, si vous vous mettez avec le bas peuple, c'est-à-dire nous que tout le monde sous-estime, Dieu sera avec vous. Parce que nous, on ne va jamais vous mentir. Mais si vous vous mettez dans votre monde à penser que ce que nous on dit c'est faux, et que nous n'avons pas le droit de demander justice, et que nous n'avons pas le droit de demander que les criminels soient jugés, en ce moment devant l'histoire, Dieu même pourrait vous abandonner. Il faut que vous fassiez la justice. Et quand on parle de justice, on n'a pas dit d'imposer une volonté de puissance. Non. Si l'éclaireur a tué quelqu'un et que tout est prouvé, mais le jour que l'éclaireur, on l'a dans les liens de la justice, on le met en face des faits. Qui a fait les 3000 morts de la crise post-électorale? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Laurent Gbagbo? Pendant les événements de 2020, ceux qui ont commis des crimes, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de les juger? Est-ce la communauté internationale? Je sais qu'un pouvoir ne se dirige pas seulement à l'intérieur. Il y a les impératifs liés à l'extérieur, on sait ça. Mais pourquoi le petit Bénin peut aujourd'hui juger des gens, les condamner et faire appliquer la stabilité dans leur pays et imposer de la jurisprudence pour que tous ceux qui veulent faire de la politique, si vous êtes un bandit, vous faites le banditisme. Mais vous ne prenez pas la politique comme un maquillage pour faire du banditisme. C'est ce que nous demandons. Est-ce que ça c'est difficile? Ou bien est-ce que vous avez honte des gens qui sont les criminels comme Laurent Gbagbo, Bédié et autres et les Puchéri Balé? Ou bien est-ce que vous avez peur d'eux parce que eux seraient plus ivoiriens que vous, sinon pas nous, hein? Si les criminels sont plus ivoiriens que vous qui êtes nos dirigeants, dites-nous ça. Parce que nous là, nous on a nos villages. Donc là, nous on ne doute même pas du fait qu'on soit des Ivoiriens. Et donc à cause de votre posture, les gens se demandent de quoi avez-vous peur? De quoi n'êtes-vous pas capable? Et qu'est-ce que vous voulez cacher? Faites la justice. Il est mieux qu'on vous blâme pour des actions correctes. Il est mieux qu'on vous blâme pour une action correcte que de vous blâmer pour une action fausse. Il serait intéressant qu'on puisse blâmer le régime Ouattara d'être un régime dur, d'avoir mis chacun à sa place, que de dire que ça a été un régime laxiste. C'est vraiment important. Et même pour terminer, c'est même un devoir pour les futures générations d'Ivoiriens. C'est même un devoir pour eux. Parce qu'il faudrait que on puisse inculquer ça dans la tête, dans l'esprit des futures générations.
Parce que les futures générations doivent savoir que un État, une société est organisée et est basée sur la justice. Sinon, si on voit les compromissions auxquelles nous sommes en train d'assister, ça va aussi, parce que, comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Hein. Ne demandons pas aux futurs, aux citoyens lambda comment il s'appelle, de respecter la justice. Parce qu'il va toujours se référer à ce qu'il voit à travers, auprès des élites. Et c'est pour ça que c'est très dangereux et c'est très pernicieux de ne pas faire de la justice vraiment un modèle de gouvernance. Ça doit même être, quand on dit la bonne gouvernance, ça passe aussi par le respect de la loi et le respect de la justice. Merci mon grand-oncle. Merci pour cette fois, je m'arrête. Merci. Vraiment, merci beaucoup et tu passes une excellente soirée. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir.